Cette proposition de loi, par son adoption la semaine dernière en commission du développement durable et d'aménagement du territoire, semble faire le bonheur des groupes socialistes, de l'Union des droites de M. Ciotti, le bonheur également du Rassemblement national et de l'ensemble des groupes du bloc central alliés à la Macronie, dont la droite républicaine. Car l'ensemble de ces groupes ont voté en faveur en commission. La France insoumise a été le seul groupe à déposer une motion de rejet. Nous dénonçons le profond aveuglement quant à l'urgence du réchauffement climatique qui se dresse devant nous et dont les alertes sont dorénavant récurrentes et conséquentes. Nous dénonçons un profond aveuglement, mais aussi un choquant immobilisme politique d'une irresponsabilité incommensurable face à l'urgence du changement climatique et que les générations à venir jugeront de façon implacable. La mauvaise santé de notre planète ne cesse de se manifester par l'ensemble des aléas climatiques de plus en plus réguliers et violents, par la dégradation continue et irrémédiable de notre environnement et celle de la biodiversité, qui se fait de plus en plus criante au fil des parutions des études à leur sujet. Derrière le titre angélique de cette proposition de loi pour une montagne vivante et souveraine, c'est bien tout le contraire qu'elle propose par ses articles les plus contraignants. Au lieu d'édifier une montagne vivante, elle poursuit la destruction de ce qui reste du cycle de la nature. Par la facilitation de l'artificialisation des sols dans les zones de montagne, par le développement de l'exploitation de la forêt sans encadrer de façon durable cette exploitation, en permettant le stockage d'eau à destination principalement des acteurs économiques sans aucune exigence de préservation écologique, cette destruction de la nature par ce texte est complétée par l'élargissement du périmètre des servitudes de passage aux sites nordiques et aux domaines skiables, à contrario de la perspective d'un réchauffement qui verrait les seules stations de haute montagne comme Tignes, Val Thorens ou Chamonix maintenir leur activité au-delà de 2050. Il est ainsi étonnant qu'une énième proposition de loi s'attelle encore à préserver les infrastructures des loisirs de neige dans le mépris total des perspectives de cette économie à très moyen terme. S'il convient de le rappeler, les glaciers alpins ont perdu environ 70% de leur volume depuis 1850. Dans les Pyrénées, il ne reste plus qu'environ 10% des glaciers historiques, avec une disparition quasi complète attendue dans les prochaines années. Mais l'intégralité de cette proposition de loi ignore absolument la protection des glaciers, et alors qu'ils sont des régulateurs naturels des bassins versants en période estivale. Leur disparition entraîne une diminution progressive des débits, avec à terme un risque d'assèchement de certains lacs, fleuves et rivières, privant durablement les territoires en aval de cette ressource essentielle. Mais que privilégie l'article 4 de cette loi ? Au lieu de préserver les éléments qui nous garantissent naturellement la régénération de l'eau, il propose le développement de structures artificielles de stockage de l'eau. Cet article modifie la loi Montagne de 1985 qui prévoyait jusqu'ici de favoriser une politique d'usage partagé de la ressource en eau, en ajoutant explicitement à ce principe une logique de stockage de l'eau en précisant les différents usages concernés, dont majoritairement des activités économiques et productives, mais sans hiérarchisation. Ainsi, en cas de tension sur la ressource, les besoins essentiels comme l'eau potable et les usages économiques ou récréatifs sont mis sur le même plan selon la rédaction actuelle. Alors même que les conflits d'usage de l'eau s'intensifient déjà dans de nombreux territoires et qu'aucune solution ne semble trouvée à ce jour pour les déplacer. Même les projets de territoire pour la gestion de l'eau, les PTGE, se voient contestés et remis en cause après leur élaboration. C'est ainsi que nous avons déposé un amendement pour prioriser l'accès à l'eau potable, les besoins de la sécurité civile, l'abreuvement et sanctuariser l'eau comme un bien commun soumis en priorité à des impératifs de préservation écologique. Sachant que cet article maintient également une ambiguïté sur la possibilité de pompage des eaux souterraines dans les zones de montagne. L'article 6, quant à lui, contient un affaiblissement du principe de continuité de l'urbanisation en zone de montagne. Le droit actuel, dans ces zones, impose que les nouvelles constructions doivent se faire en continuité afin d'éviter l'étalement urbain dispersé et protéger les espaces naturels et agricoles en empêchant les constructions isolées dans la nature. L'article 6 modifie cette règle en prévoyant que l'urbanisation pourra être considérée comme continue, même lorsqu'elle est séparée des zones déjà urbanisées par un espace dit intercalaire, comme un champ, une prairie, un bois, une zone agricole, affaiblissant ainsi l'interprétation de la règle de continuité de l'urbanisation en zone de montagne. Un tel article accentue l'artificialisation des terres, fragilise encore plus le cycle naturel de l'eau en contradiction avec l'adaptation nécessaire au changement climatique.
La seule évocation de ces deux articles, 4 et 6, montre que ce texte vient en opposition à ce qui est attendu dans un contexte de réchauffement climatique. Nous devrions viser une préservation du cycle naturel de l'eau, une restauration des sols, plutôt que favoriser le stockage de l'eau via des retenues collinaires et la bétonisation. Il est à déplorer que notre article, le 9, fasse la promotion de la filière bois dans une stricte logique d'exploitation, la montagne étant ainsi un espace à rentabiliser au moment même où il devrait être protégé comme un écosystème fragile. Cet article vise à favoriser le recours aux marques de certification bois de massif de montagne français pour soutenir la filière bois en montagne. Or, les associations de protection des forêts comme Canopée alertent sur la tendance à une industrialisation croissante de la gestion forestière en France, marquée notamment par l'intensification des coupes rases avec des impacts importants sur la biodiversité et la résilience des écosystèmes forestiers. Ces organisations soulignent également un manque de transparence et de suivi précis, limitant la capacité à évaluer la durabilité effective des politiques forestières. Dans ce contexte, la simple promotion de certifications type label bois de montagne ne garantit pas une amélioration des pratiques. Les marques de certification du bois de montagne doivent ainsi intégrer une exigence de sobriété réelle dans l'exploitation forestière afin de préserver les fonctions écologiques des forêts, au-delà de leur seule valorisation économique. Mais cette exigence de durabilité dans l'exploitation des forêts est absente de ce texte. Ainsi, ce texte fait fi de la pression croissante sur la ressource en bois, accentuée par une demande industrielle et énergétique élevée, ainsi que par des politiques de reconstitution forestière reposant parfois sur des coupes rases suivies de replantations, dénoncées notamment par plusieurs ONG environnementales pour leur impact sur la biodiversité et les sols. Cette valorisation du bois de montagne ne peut se faire sans encadrement strict des volumes prélevés et des pratiques d'exploitation. L'article 5 s'attelle au développement de l'usage de la voiture électrique dans les zones de montagne en multipliant les bornes de rechargement. Or, comme le rappelle l'Agence internationale de l'énergie, un véhicule électrique nécessite en moyenne 2,2 fois plus de métaux critiques qu'un véhicule thermique, ce qui accroît la pression sur le gisement de ces ressources se trouvant principalement en dehors de nos frontières, sans contrôle sur les conditions de leur extraction. Une transition réellement écologique implique de réduire le nombre total de véhicules, leur taille et leur poids. Le développement des infrastructures de recharge électrique doit être conditionné à une transformation structurelle des politiques de transport. Or, l'article 5 s'inscrit exclusivement dans une logique d'adaptation de l'infrastructure à la voiture individuelle électrique, sans remise en cause de ce modèle de mobilité dominant, sans une transformation structurelle des mobilités, incluant le développement prioritaire des transports publics de proximité, du ferroviaire et des solutions mutualisées indispensables au désenclavement durable et à la réduction effective des émissions. Enfin, cet encouragement à l'usage pratique des véhicules électriques ne s'accompagne d'aucune mesure de justice sociale garantissant l'accès effectif à ces véhicules dont l'acquisition, en dehors de dispositifs limités comme le leasing social, demeure majoritairement accessible aux ménages des classes moyennes et aisées. L'ensemble de ces mesures, allant contre le bon sens dicté par le réchauffement climatique, est enrobé dans des mesures de différenciation donc, pour les territoires de montagne qui partent d'un bon principe, mais servent surtout de paravent. D'autant plus que ces mesures visant à prendre en compte la spécificité des zones de montagne butent rapidement sur leur nature non contraignante et butent également sur la réalité des moyens alloués. Parmi ces mesures paravent, on trouve une obligation de prise en compte effective des spécificités des écoles de montagne pour l'ouverture ou la fermeture de classes, selon des critères d'isolement, de démographie, de conditions d'accès, de temps de transport. Cette mesure est de bonne intention, mais irréalisable sans régler la question centrale des moyens de l'éducation nationale. Pour cela, il faudrait une modification du projet de loi de finances. Sans création de postes et soutien de l'État au service public de l'éducation, cette mesure de prise en compte de la spécificité des zones de montagne reste largement déclarative. Je rappelle ici que la France insoumise dépose tous les ans des amendements au projet de loi de finances demandant des moyens supplémentaires pour l'éducation nationale. Le budget 2026, tout au contraire, supprime 4032 postes, dont 2229 dans le premier degré,
Comment dès lors donner force de loi à cet article incorporé dans ce texte visant à maintenir des classes en zone de montagne? Parmi les autres mesures qui resteront fantoches se trouve également l'intégration d'un représentant des collectivités territoriales des zones de montagne au sein du conseil d'administration des agences régionales de santé. Or, la présence des collectivités territoriales est déjà assurée au sein des conseils d'administration des ARS, qui comprennent notamment des représentants régionaux, départementaux, communaux et de groupements. L'atout d'un représentant spécifique issu des territoires de montagne ne modifie ni l'équilibre global des pouvoirs au sein des ARS, toujours dominés par l'État et l'assurance maladie, ni les capacités concrètes d'action des territoires sur l'offre de soins. Se pose également la question de l'impact de la désignation de ce représentant par les comités de massif, dont la composition peut varier selon les régions et être davantage influencée par les acteurs économiques au détriment d'autres catégories d'usagers, notamment les associations environnementales. Ce même article met fin au dispositif expérimental prévu par la loi Montagne de 2016 relatif à l'accès aux soins en zone de montagne pour inscrire directement dans le droit que le projet régional de santé s'attache à garantir un accès par voie terrestre dans des délais raisonnables à la médecine générale, aux urgences, à la réanimation et à une maternité pour les populations de montagne. Cependant, comme pour la proposition concernant l'organisation scolaire, nous alertons sur l'insuffisance des moyens alloués au système de santé et sur le caractère partiel de ces mesures qui ne permettent pas de répondre structurellement aux inégalités territoriales d'accès de soins. Enfin, la création d'une commission dédiée à la montagne au sein des EPCI, que propose aussi ce texte, peut permettre une meilleure prise en compte des spécificités de ces territoires dans les politiques intercommunales. Toutefois, il s'agit d'une instance supplémentaire à caractère consultatif qui ne modifie ni les compétences des EPCI, ni les moyens concrets dont disposent les collectivités pour agir. Par ailleurs, cet article ne précise aucune orientation globale aux EPCI en matière d'objectifs environnementaux. Si l'exposé des motifs de cette loi part d'un constat juste, à savoir le réchauffement accéléré des territoires de montagne, elle en tire des conclusions profondément problématiques et à contresens. Là où il faudrait s'attaquer aux causes du dérèglement climatique, à savoir sortir des énergies fossiles, transformer le modèle agricole, engager une vraie sobriété, la droite choisit au contraire d'en accélérer les raisons. Derrière l'écran de fumée de mesures pour la prise en compte de la spécificité des zones de montagne sans moyens et sans force contraignante, on retrouve toujours les mêmes logiques. Favoriser le stockage de l'eau via des retenues collinaires plutôt que de restaurer les sols et le cycle naturel de l'eau, accélérer les infrastructures pour la voiture électrique plutôt que de développer des transports publics accessibles, maintenir des logiques d'aménagement qui bétonnent toujours plus nos espaces vulnérables. Qui plus est, ce texte de loi assume une vision productiviste de la montagne. Soutien à l'agriculture sans bifurcation agroécologique, promotion de la filière bois dans une logique d'exploitation, extension des usages touristiques et économiques, gestion de l'eau pensée comme une ressource à répartir entre intérêts concurrents. La montagne n'est vue que comme un objet économique dont la valeur n'est définie que par son potentiel productif, au moment même où elle devrait être protégée en urgence et de façon impérieuse comme un écosystème fragile. La proposition de loi qui nous est soumise aujourd'hui refuse toute transformation en profondeur. Comme tous les textes de loi que fait passer la Macronie et ses alliés depuis qu'elle est au pouvoir, niant les réalités des limites planétaires et poursuivant au contraire durablement l'accélération du dérèglement climatique. Voilà pourquoi nous avons déposé cette motion de rejet.